vous savez, pour le deal, il se la raconte un petit peu. C'est pas moi je la raconte. Dans toutes mes entreprises, je les ai toutes vendues. Mais j'ai échoué à chaque fois parce que aucune d'entre elles n'est devenue un GAFAM. C'est une phrase dans l'article quand même. Donc moi, les procès... Ton bilan de la Startup Nation, 30 milliards plus tard. Déjà? Bah oui. Bon, on n'est pas arrivé les mecs. Hein. Hola hola amigos et bienvenue dans ce hors-série de Silicon Carnet. Cet été, j'ai posé mes bagages à Paris pour vous faire découvrir ceux qui font la tech en France. On est dans les magnifiques locaux de Exa et je voulais remercier nos deux partenaires, KPMG Pulse et Enki, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Allez, on retrouve mes invités tout de suite. J'ai rien compris. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir Jean Delaroche-Brochard, General Partner chez Kima Ventures. C'est le baron, il connaît bien cette émission. Un peu. Salut Carlos. Salut. Et on a aussi avec nous Charlie Perrault, qui travaille aux Échos et qui s'occupe plus particulièrement des startups. Merci d'être avec nous, c'est ta première fois dans Silicon Carnet. Merci pour Et l'invitation. Yann Léchel, que tout le monde connaît aussi également, qui lance un nouveau projet, qui est cofondateur et CEO de Probable. Merci. Je le dis bien? C'est ça, Probable. Oh, Probable. Voilà. Et donc, bienvenue dans ce hors-série. Je vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, je vous ai demandé de réfléchir chacun à des thèmes, à des sujets que vous souhaiteriez aborder, avec lesquels on va échanger, on va pouvoir débattre ensemble sur ces sujets. Et puis, on a la présence avec nous des fans de Silicon Carnet, de l'Hacienda, qui sont là, qui vont pouvoir eux aussi vous poser des questions à n'importe quel moment dans cette émission. Et puis en fin d'émission, on a un petit jeu. On vous a demandé de réfléchir chacun à une anecdote, sauf que l'un d'entre vous mentira et il faudra qu'on trouve qui est le menteur entre vous trois. Ça sera en fin d'émission. Mais avant ça, j'ai fait un petit tour sur vos réseaux sociaux. J'ai regardé un Salaud. petit peu. Ouais, j'ai regardé. J'ai clean, trouvé des c'est trucs. clean. C'est clean, non, c'est clean. Vous êtes assez politiquement correct. À part peut-être Jean, j'ai remarqué que en ce moment, en fait, je me suis dit, quand est-ce que tu vas te rendre compte que tu es quand même meilleur investisseur que marathonien? Enculé. Écoute, ouais, peut-être qu'il faut que j'arrête d'être investisseur quand je serai bon marathonien du coup. Ouais, et t'as du boulot encore. Hein, parce Ouais, j'ai du taf. apparemment, là, je montre les photos. Le résultat était pas bon la dernière fois. Non, bon, enfin, je fais 3h23 en marathon après avoir fait 180 km de vélo quand même. Donc, Ouais. c'est pas dégueu. Ouais, mais non, mais c'est un truc assez nouveau chez toi. Ah bah ça fait 1 an, j'ai un copain qui m'a dit un jour je vais à Aix pour faire un demi-Ironman, donc la distance c'est 2 km de nage, 90 de vélo et 21 de course. Est-ce que tu peux m'héberger? Je lui ai dit ok, il me dit bah vu que tu m'héberges, viens le faire. Et donc je lui ai dit bah pourquoi pas. T'étais un sportif à la base? Pas du tout, zéro, jamais moi. Ok. J'ai fait la course avec lui, j'en ai chié, du coup ça m'a énervé, du coup le lendemain j'ai pris un coach, puis 4 mois après je faisais mon premier full Ironman, donc double de distance. Et puis 6 mois après, je refaisais celui d'Aix. Et puis 1 mois après, celui de Nice. Et puis en octobre, ce sera Barcelone. Et... Non, t'as eu 40 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as peur de mourir, là? Bien sûr, une bonne crise de la quarantaine. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, classique. Ça fait maintenant la Startup Nation. Tu es le grand argentier de la French Tech. Avec, Xavier. Oui, Xavier. Avec Xavier Noël, je ne comme suis je l'appelle. que l'instrument de... Ouais. de ça. Ton bilan de la Startup Nation, 30 milliards plus tard. Déjà? Bah oui. Bon, on n'est pas arrivé les mecs. Hein. Ouais. Il y a du taf. Alors là, encore. je monte un graphique d'ailleurs. Je sais pas si, je crois que je l'ai piqué chez toi, Charlie, qui est le classement des startups écosystèmes. Bon, bah la Silicon Valley est en tête. Ça, c'est pas une surprise. Est-ce que vous savez qui est le deuxième? T'as la Et ils vie, sont là ex aequo d'ailleurs. Toi, tu le sais, donc ne le dis pas. Est-ce que vous savez qui c'est le deuxième ex aequo? Ça peut être une autre ville des États-Unis. Hein. C'est un écosystème. On parle pas de pays, on parle En taille d'écosystème. absolue. En taille absolue. En taille relatif. d'investissement, de nombre de startups, c'est quoi le Il y critère a là-dessus? plein, il y a énormément de critères. Je les ai pas tous retenus, mais je dirais qu'il y a bien une vingtaine de critères. C'est pas que sur les levées de fonds, c'est ça qui est intéressant. Mhm. Bah, New York déjà. C'est New York, effectivement, et il y a une deuxième ex aequo avec New York. C'est Londres. Londres. C'est pas Paris. Paris, il est 14e, visiblement, sur le classement. Je vous rassure, on est devant Berlin.
Parce que Super. visiblement, c'est... Et Limoges. et Limoges. Et Israël, la vraie Startup Nation? La vraie Sont Startup Tel Aviv, Nation, c'est sont combien? 4e. Ok. Tel Aviv est Bim. 4e ex aequo avec Los Angeles. Pour 8 millions d'habitants. Ouais, Voilà. exactement. C'est la vraie Startup Nation. C'est ça, toi tu l'appelles la vraie Startup La Nation. seule. Go yourself. Et je voulais revenir sur un article que tu as écrit sur, et ça tombe bien parce que Jean il est là, Merci. sur le deal avec Biril et Voodoo. Et je t'ai trouvé un petit peu, un peu acide quoi, en fait, sur ce deal-là, en se disant, bon, c'est un deal qui pèse quand même 500 millions. Ouais. Moi, on a fait un épisode de Silicon Carnet, je ne sais pas si tu Je l'as l'ai entendu. écouté, oui, oui. Tu l'as écouté, où moi je me suis dit, c'est quand même 2 fois ce que tu avais vendu Zenly à Snap. Snap. Il faut quand même le rappeler. C'est la moitié de ce que Facebook a acheté quand ils ont racheté Instagram. Et puis surtout, c'est un deal qui a été fait en France, avec 2 acteurs français. Moi, je trouvais ça plutôt pas mal. Mais dans l'article des Échos, on sentait quand même qu'il y avait une sorte de déception. Non, pas de déception, mais quand on te contacte pas directement, qu'on passe par un autre journaliste. Ah, c'est une guerre de journalistes en fait. Non, je ne sais pas comment ça s'est passé, je n'ai pas le temps d'aller regarder, mais c'est des fois tu as des attachés de presse, etc., qui vont pas me contacter moi parce qu'ils savent que je vais peut-être aller trop gratter, donc ils vont contacter un collègue, tu vois, en faisant comme ça. En fait, moi j'ai Tu récupéré... parles de Madines en fait. Non, un collègue au sein des Échos, Ah, au comme sein on des est, Échos. on est quand même D'accord. 250 journalistes, donc Ouais. tu as du monde. Et non, moi j'ai repris le truc, j'ai entendu un moment dans l'open space cette affaire en fait. Et j'ai dit attends, et en plus le journaliste, j'ai dit tu connais pas très bien les acteurs, ce sera peut-être plus chez nous, tu vois, Ouais, bien qu'on sûr. traite, c'est normal. Et voilà, donc moi j'ai pris vraiment le truc, j'ai même pas pu faire l'interview, tout ça, mais sauf que quand j'ai envoyé des messages à des gens, vous savez, pour le deal, plein de gens, dont des investisseurs que je ne peux pas citer, m'ont dit ouais, il se la raconte un petit peu. C'est pas moi Ah ouais, qui... ça raconte. Round 1. Fight. Non, mais pas dans le genre, il se la raconte, mais c'était surcommuniqué. Tu peux pas d'un coup dire Et c'est c'est 500 parce que 000. c'est essentiel de surcommuniquer, c'est bien ça le point. C'est-à-dire que quand tu as une boîte française qui fait une app comme Biril, qui a réussi en termes de nombre d'utilisateurs quotidiens à faire ce que personne n'a fait dans le 40 space millions depuis d'users. 40 millions de users par mois et plus de 20 millions par jour actifs. Ok. Et donc, on n'a pas vu ça depuis 10 ans, même aux États-Unis, à part TikTok. Donc, quand tu as fait ça, tu peux avoir un petit peu de fierté. Quand c'est un acteur français qui rachète, tu peux avoir un petit peu de fierté aussi, parce que ça veut dire qu'il pose ses couilles sur la table pour pouvoir se dire qu'il y croit. Et il y croit tellement qu'il est prêt à mettre jusqu'à 500 millions pour t'acheter la tôle. Et moi, je pense que quand tu prends un angle, tu choisis l'angle avec lequel tu veux le prendre. Moi, c'est vrai que je suis un believer, je suis un optimiste, j'y crois. Surtout que j'aime, quoi. c'était quand même ton bébé, Biril. Tu as beaucoup communiqué. Il y avait aussi, tu as toujours fait preuve aussi d'énormément de transparence. D'ailleurs, je me demande la limite. Tu as toujours un exercice de très transparent sur ton blog où tu dis les choses, etc. Et là, sur le deal, la transparence, il a fallu que tu l'apportes aussi, quoi, en fait. Et peut-être que les Échos ont essayé de chercher justement, eux, des informations sur quel était le deal à 500 millions, quelle était la part en cash, quelle était la part en action, quelle était la part en... Mais tout le monde le connaît, le deal, il n'est pas secret. Alors, tu c'est vois. quoi le deal? C'est assez inhabituel qu'il y ait autant d'earn-out, en fait. C'est pour ça que nous, on l'a souligné. C'est juste pour C'est dire... combien, l'earn-out? C'est que, alors, on est sur 2 tiers quand même, ce qui est, Ouais. ce qui est pas très commun. En fait, moi, c'est juste, et c'est une phrase dans l'article, hein, quand même. Hein. Donc, moi, les procès, on dit qu'après, on a expliqué en plus pourquoi c'est intéressant que Voodoo rachète. C'est juste en une phrase qu'on a expliqué ça. Et encore, il y a plein de choses que j'ai pas mis, que des investisseurs m'ont rapporté. Et ça, c'est marrant, Ah, c'est c'est les exactement investisseurs. ça. Les investisseurs se parlent entre eux, et bien ceux qui sûr. n'étaient pas dans Biril. Ah si, Ils ceux étaient qui n'ont dans pas le- gagné d'argent. Mais bon, Ouais. c'est Ceux qui n'ont c'est pas le gagné jeu. d'argent. Et ça leur a très peu, ça leur presque. Ils ont tous gagné ils d'argent, non, hein. ils ont eu leur mise de départ, mais ils n'ont pas fait un x10. Ils n'ont pas fait un x10. Ah, désolé. Oui, les bah mecs, voilà, ouais, oui, ouais. non, mais c'est pour ça que moi, ça, j'en parle pas, parce que bah oui, c'est ça, c'est Ouais. comme ça, c'est le jeu. Ouais. Bon, c'est une bonne opération, cette histoire, où tu l'analyses comment? Toi, tu as l'air d'être content, finalement.
de ce qui s'est Moi, je passé. suis toujours content. Oui, mais toi, tu es toujours content. Franchement, je vais pas chialer. C'est hyper difficile de faire ce qu'ils ont fait. Et après, tu as une boîte qui est arrivée à plus de 20 millions de DAU, qui a cherché un second souffle et qui a lancé beaucoup de features et de fonctionnalités sur l'année précédant l'acquisition et qui n'a pas trouvé ce second souffle de croissance. Et donc, ce second souffle de croissance, on s'est dit, bah ok, bah, si on n'arrive pas à le trouver en interne, on va aller chercher en externe, quoi. C'est vrai que ça dépend. Et donc, tu avais deux choix. Soit tu levais de l'argent et tu disais, bah vas-y, on met une pièce dans la machine et on retente. Soit tu dis, attends, peut-être que, en fait, on va avoir du mal. On va aller voir des gens qui, eux, sont des vraies machines. Et on a contacté Voodoo parmi plein d'autres. Et Voodoo a toujours adoré Beryl, a toujours été hyper motivé par l'asset et ce qu'ils ont fait. Et ils ont une base d'utilisateurs qui est quand même, qui peuvent croiser, qui est assez intéressante. Ouais, et puis c'est des machines d'acquisition, c'est des machines de monétisation, c'est des machines d'exécution. C'est un très belle success story française. Moi, je vois Alex aux commandes de sa boîte depuis plus de 18 mois avec beaucoup d'énergie. Et je suis hyper fier de me dire que Beryl est entre ses mains, tu vois. Ouais. Bon, Jean, il fait son boulot, il défend sa start-up. Oui. Charlie, elle fait son boulot, elle cherche travail. l'information, quoi, en fait, quoi. C'est vrai que ça dépend. Non, Charlie, elle fait son boulot, moi, je fais mon boulot. Ceux qui font pas leur boulot, c'est les investisseurs Ouais. qui viennent chialer au lieu d'aller faire leur job, tu vois. Ouais. Au lieu de chialer, ferme ta gueule et va faire le prochain Beryl. Si vous suivez l'actualité tech, vous aurez remarqué que la période est assez difficile pour les startups. Plus que jamais, les fondateurs ont besoin de partenaires fiables et compétents qui les accompagnent et qui les conseillent au quotidien. Quand on a réfléchi à un partenaire pour ce hors-série de Silicon Carnet, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une entreprise qui soit solide et qui accompagne les startups dans les bons et dans les mauvais moments. Et on a immédiatement pensé à KPMG Pulse. Je vous propose, avec ce petit clip, de découvrir comment KPMG Pulse accompagne les startups au quotidien. KPMG Pulse accompagne les startups et scale-up de tout secteur, partout en France, au quotidien comme sur les sujets de croissance. KPMG Pulse, partenaire de toutes les startups. Yann, toi, tu as travaillé longtemps chez Scaleway, 3 ans. 3 ans. Aujourd'hui, tu as quitté l'aventure Scaleway. Alors que pourtant, on a vraiment besoin d'infrastructures en Europe. C'est ce qui manque véritablement en ce moment. On a des jolis softwares. Mais tu relances un projet, plus du côté software. Toujours, l'infrastructure, c'est un truc qu'on ne peut pas régler, quoi, en Europe. C'est compliqué, c'est une question de capitaux, Ouais. très clairement, de momentum et de retard. Moi, j'ai toujours été dans le logiciel. Ouais. Et donc, c'est un petit peu par erreur, grâce à Jean d'ailleurs, que j'ai revu Xavier qui m'a demandé de développer Scaleway, qui était une belle endormie en quelque sorte. Oui, quelque part, un opérateur cloud, c'est essentiel pour une nation, mais encore faut-il que les capitaux soient alignés derrière, tant sur la partie infrastructure que la partie logicielle. Parce qu'aujourd'hui, on pense cloud data center. En réalité, il faut surtout penser PaaS, Platform as a Service. Ouais. Puisque les développeurs, eux, vont aller vers une plateforme ou une autre par rapport au catalogue de services. Et donc, c'est ça qui fait que c'est un problème difficile à résoudre, puisque AWS, ils ont 30 000 développeurs, sur un malentendu. Scaleway, c'est 300. Donc, moi, j'ai hyper scalé Scaleway de 200 à 600 personnes. Tu veux dire que AWS, ils sont 30 000 en interne? En interne, bah oui. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. En plus d'avoir des dizaines de milliards d'investissements par région. Par an. Donc, on est dans des... On n'est pas ordres de capable grandeur. de faire ça au niveau européen, Charlie. On est Il n'y a pas capable. d'initiative européenne là-dessus. Mais parce que le Pas faire logiciel, Galileo, ça- pareil. Pas. on peut pas faire un quant. L'État a essayé, les États ont essayé, ils ont échoué. Et ensuite, il y a les opérateurs comme OVH, comme Scaleway, comme Outscale. Il se trouve que la France est plutôt bien fournie, avec 3 opérateurs cloud de bonne facture, même s'ils sont dans la 2e division. Mais personne n'héberge. Regarde Mistral, ils vont s'héberger chez Azure. Parce que quelque part, il y a cette question de masse critique. Donc si on regarde le carnet de commandes de Nvidia, qui a vendu 1 demi-million de H100 en 2023, Scaleway annonçait avoir le plus gros cluster de H100 en Europe, En Europe, oui. avec 1000. Donc là, maintenant, je suis dans le software. T'es dans le software. Explique-nous rapidement ce que fait Probable. Alors, Probable, c'est une spin-off d'INRIA, l'Institut de recherche, qui est basée sur une technologie, tenez-vous, accrochez-vous, qui s'appelle Scikit-learn, Scientific Toolkit for Machine Learning. En principe, vous ne connaissez pas, sauf si vous êtes data scientist. Cette technologie a été développée par des chercheurs pour leurs propres besoins il y a 10 ans. Elle a été téléchargée 1,5 milliard de fois. Milliards. Milliards. Ok. C'est français, pour l'essentiel. C'est parce que français. C'est français. Ok. Donc c'est un projet communautaire avec des contributions de nombreuses personnes à travers le monde. Marketé à la française, comme tu le vois. Marketé, c'est-à-dire pas du tout.
crois que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai fait le maximum. À ce niveau-là où on en est, je crois qu'on peut dire à la grâce de Dieu et y aller. Le film, vous l'avez mis ? Hein ? Voilà, merci Jean, tout à fait. Ça va être mon job. Moi, je n'ai aucun mérite sur cette techno. Avec un site web sur WordPress Pas loin, non, il est fait à la main. Sur Multimania. On est dans le monde scientifique, le monde Python scientifique, avec une technologie qui est devenue la référence, qui génère 770 000 dépendances sur GitHub. C'est-à-dire qu'il y a 770 000 projets dans le monde qui dépendent de cette technologie. 68 millions de téléchargements par mois, 22% US, 25% Chine, 5% UK, 4% Allemagne, 3% France. Cadeau au reste du monde. On est tellement généreux et riches. et personne monétise ce truc. Pas encore. Et la question se pose de l'open source. Comment est-ce qu'on monétise de l'open source ? En France, on n'a pas beaucoup de références. Ouais. Ça a été fait brillamment par certaines entreprises aux États-Unis, Red Hat, MongoDB, Elasticsearch, certaines avec des modèles un peu compliqués pour la communauté, parce que si c'est un projet communautaire, il appartient à tous, quelque part. Et donc, la proposition que j'ai faite à la suite de la rencontre avec cette équipe, c'était de proposer une entreprise à mission. Qui va à la fois proposer des dividendes sociétaux sous la forme d'open source, mais aussi des dividendes financiers pour les investisseurs privés qui rejoignent. Alors là, j'ai posé mes valises à Paris, j'arrive de la Silicon Valley, et un truc qui me surprend énormément, et avec tous ces entretiens que j'ai, c'est justement la différence de point de vue des entrepreneurs en France et notamment à Paris. Tu parles, on a fait une entreprise à mission, on veut sauver la planète, we care about the impact, machin, tout ça. Moi, dans la Silicon Valley, tout le monde s'en fout de ce truc-là. Mais est-ce que c'est juste le marketing à la française, il est maintenant sur l'impact, c'est ça Jean disait, on ne sait pas marketer, mais là, on a trouvé une façon de marketer le truc en Europe, en France. Non, mais nous, on a beaucoup plus de réglementations en termes de transition environnementale. On a des réglementations, alors je ne vais pas les dire, les SSDR, enfin les trucs un peu chiants, qui soit impactent directement les investisseurs, donc soit les LP, qui après les LP, qui doivent mettre de l'argent dans les fonds, mais ils veulent que du coup les fonds investissent dans des projets maintenant à impact, ce qui fait que après tu as tout un cercle qui fait qu'il y a plus de boîtes qui se créent sur de l'impact environnemental. Il y a trop d'argent institutionnel, il y a trop d'argent du FEI, des choses alors comme ça qui imposent. Le FEI impose plus. Maintenant, quand il sélectionne les fonds, il va plus mettre dans un truc par tech digital, quoi. C'est terminé. Maintenant, ça va être soit de la très deep tech, justement, peut-être pour toi, ou alors vraiment green tech, clean tech. Mais ça veut dire quoi, Jean ? Ça veut dire qu'en fait, les entrepreneurs, ils bossent pour qui, quoi ? En fait, ils bossent pour... ou Yann En fait, moi, je pense qu'on a un problème fondamental. Les gens évoquaient le fait qu'on a encore du chemin. La réalité, c'est qu'on copie mièvrement le modèle de la Silicon Valley. Ouais. Les États-Unis sont libéraux, voire ultra-libéraux de ce point de vue, sauf que c'est pas vrai du tout. Ils sont ultra-protectionnistes. Ouais. Donc ils ont créé un système. Ils peuvent. Et en Europe, on devrait l'être au niveau européen par rapport au reste du monde, mais on ne devrait pas l'être au niveau interne. C'est-à-dire qu'on devrait faire émerger les petits acteurs, comme les États-Unis l'ont fait avec le Small Business Act, etc., etc. Jean, les startups françaises, elles sont contraintes d'exister sur le territoire américain et de se vendre à des Américains. C'est juste qu'on... Non, elles sont pas contraintes, mais si elles veulent aller plus vite, c'est sûr que le marché domestique américain, il est énorme. Donc, si tu fais un produit SaaS et qui peut être vendu aux États-Unis, faut que tu vas le vendre à des... tu vas pas aller gratter le pauvre mid-market européen, alors que le mid-market américain, il est énorme. Et après, sur l'histoire de l'impact, ça me fait marrer, parce que je me rappellerai toujours de 3 entrepreneurs que je rencontre en 2018, et puis ils me montrent leur app, qui est très populaire en France, et maintenant qui commence à être populaire aux États-Unis. Et je leur dis, et donc du coup, c'est quoi votre ambition en termes de business model, d'entreprise, etc. Et ils me disent, ah non, mais l'argent, c'est pas important. Nous, vraiment, ce qui est important, c'est l'impact, etc. Je dis, ouais, d'accord, mais tu viens quand même m'en demander de l'argent. Donc, au bout d'un moment, va falloir que tu me le rendes, tu vois. Ouais. Ils disent, oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas du tout le focus, etc. Et nous, vraiment, ce qui est important, c'est l'impact. Et moi, ce que je leur disais, je connais plein de milliardaires qui sont philanthropes. Ouais. Mais je connais pas l'inverse. Ouais. Donc, oui, tu peux décider de faire une boîte qui gagnera pas d'argent, mais en fait, tu peux aussi faire une boîte qui sera de gagner beaucoup d'argent et de redistribuer cet argent plus tard, quoi. Ouais. Y a pas de mal à faire du pognon, merde. Ouais. Et donc, les gens, ils mélangent les choses en disant, quand on fait de l'impact, on fait des trucs de pauvres. Pas du tout. Enfin, tu vois, tu peux faire des trucs de riches et après avoir de l'impact. C'est pas interdit. Et je vais compléter parce que je crois
fondamentalement que cette copie du modèle Silicon Valley qui enrichit certaines personnes, qui remettent au pot, qui sont philanthropes, etc., c'est un modèle pertinent, mais qui peut prendre encore plusieurs générations pour arriver à masse critique. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de Xavier Niel, en quelque sorte. On en cherche. Hein. On en cherche. Ouais, donc mais... c'est une question de temps. Donc il faut faire les deux en même temps. Parce que je pense sincèrement, ta question initiale, c'était pourquoi est-ce que les Européens sont comme ça? Eh bien, je pense qu'on ne va pas assez loin dans ce modèle, quelque part. Parce que l'Europe est un modèle particulier qui n'est pas le modèle américain, qui n'est pas le modèle chinois d'un point de vue sociétal. Et donc, en réalité, l'Europe est subtile sur ces sujets de la donnée, sur ces sujets du citoyen. En fait, l'Europe est beaucoup plus pro-citoyenne que les États-Unis, qui est plus pro-corporate et pro-ROI sur l'investissement. Donc, en réalité, on devrait plutôt cultiver notre singularité. Et c'est ça qui fait que les sujets sont intéressants. Alors, moi, je m'intéresse à l'impact par le biais de la distribution de la technologie. Je considère que l'open source, le vrai open source, on en reparlera, est un vrai vecteur de... Open source de gauche. Open source. Alors, comment dire? C'est Nicolas Roche chez Xange qui m'a sorti cette phrase il y a 10 ans. Il y a l'open source de droite et l'open source de gauche. Oui, le nouveau front open source, tu parles. Et franchement, on est obligé de supporter ça. Non, mais attends, c'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie, là. Non, en fait, l'open source au sens de distribution de la connaissance. Okay. C'est ça qui fait que le plus de startups va pouvoir en bénéficier pour créer de la nouvelle valeur. Donc, il y a un aspect qui est assez infrastructurel, quelque part. C'est-à-dire que l'infrastructure, c'est tant de la physicalité, des data centers, des autoroutes, mais aussi des briques logicielles fondamentales. Mais ce que j'en dis, c'est en gros... Commençons déjà par faire de l'argent avant de faire de l'impact. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'on peut faire les deux, ou on peut utiliser le fait de positionner l'impact en premier comme une sorte de distinction, de distinguo par rapport à la Silicon Valley qui, elle, fondamentalement, posera toujours l'argent en premier. Et en fait, le capital risque, c'est pas vraiment un capital risque. Les investisseurs demandent aux entrepreneurs de prendre tous les risques. Eux ne prennent aucun risque parce qu'ils ont un portefeuille. Tu es d'accord ou pas? Totalement d'accord. Merci. 100%, 1000%. Donc, en réalité, cette notion-là correspond à une approche qui est dans un tempo de maturité de fonds. Donc, une génération, c'est 7 à 10 ans. Bon, on enregistre cette émission, on est entre les deux tours, donc on ne connaît pas le résultat des élections législatives. Qu'est-ce que ça va changer pour l'écosystème et la Startup Nation ces élections? Bon, on devine à peu près ce qui va se passer, mais si on a le Rassemblement National ou si on a le Nouveau Front Populaire, j'ai fait un dîner cette semaine avec un cocktail un peu mondain avec tous les gens de la French Tech. J'ai eu l'impression de voir des gens où le sol s'était dérobé sous leurs pieds, quoi, grosso modo. C'est-à-dire qu'ils se sont dit... notre image est quand même vachement attachée à Macron, et comme Macron est en train de disparaître, on a peur aussi de nous de disparaître avec l'eau du bain. Ah oui, c'est la panique. C'est la panique, on est d'accord. Oui, j'étais aussi à un dîner mondain cette semaine. C'était peut-être le même? Peut-être. Au Palais Garnier? Ouais, à Coco, restaurant voilà, Coco. Ok, donc on est tous au même. On s'est pas vu. Et non, c'est Ils sont tous paniqués. Ouais, oui, c'est la catastrophe. Parce que, bon, pour juste... alors après, ça dépend si c'est Nouveau Front Populaire ou RN, mais dans tous les cas, ça va pas rassurer les investisseurs étrangers. Moi, il y a encore un mec d'une banque d'affaires qui me disait hier, les Américains, ils nous appellent, ils disent, là, vous repartez au temps des communistes. Tu vois, ils ont cette image-là. Donc, sachant que c'est quand même les Américains qui mettent beaucoup d'argent chez nous, c'est très inquiétant. Et il y a aussi l'effet talent étranger, parce qu'on en fait venir de plus en plus. Là, ils veulent plus venir. Hein, et donc là, ils vont plus pouvoir venir. Et pourtant, on avait mis en place pas mal de choses, le French Tech Visa, et ça marchait très très bien, que ce soit pour les salariés ou les fondateurs, même des investisseurs. Et donc ça, c'est juste ces deux éléments, ça va être compliqué. Et quid de l'impact sur BPI France, qui est quand même aussi un des premiers financeurs de la French Tech. Nicolas Dufourcq, il va rester? Tu lui as posé la question? Non, je ne l'ai pas vu depuis un petit moment, donc je ne sais pas. Non, La BPI, elle se finance aussi sur les marchés privés, en grande partie sur les marchés privés, et c'est vrai que si ces élections risquent de faire changer les intérêts de l'emprunt, quoi, en fait. Pendant 6 mois,
Pendant 6 mois? Ouais, c'est un statu quo. Le monde, tu passes d'un Trump à un Biden à un Trump et tout le monde crie au loup. Et puis 6 mois après, il se passe rien. Toi, tu penses qu'il va rien se passer, en fait? Moi, d'abord, je pense qu'il va rien se passer. 2, les investisseurs qui chialent, les entrepreneurs qui finançaient, de toute manière, c'est pas ceux qui sont dans la zone problématique. Parce que le problème avec ce qui est en train de se passer, c'est que ceux qui voulaient rester en France, restaient en France. Ceux qui voulaient se casser aux États-Unis pour monter leur boîte avec une Delaware Corp le faisaient. Moi, ce qui m'emmerde, c'est ceux qui étaient au milieu et qui, en fait, se posaient la question de « Ah, peut-être que je vais rester en France, je vais être un bon patriote, je vais monter ma boîte ici, ce sera les US, ma filiale et pas ma maison mère. » Et ceux-là, en fait, on dira « Ah, c'est bon, ras le cul, la maison mère, maintenant, je remets tout aux US. » Et hop, on va avoir en fait un glissement avec beaucoup d'entrepreneurs repeat, de bons entrepreneurs qui, au lieu de mettre leur boîte en France, vont la mettre au Delaware, comme c'était le cas il y a 5 ans, et qui là refaisait machine arrière, voulait revenir en France, et qui là vont refaire machine arrière et maintenant aller aux US. Et ça, c'est dommage, parce que ça veut dire que la valeur, en fait, disparaît, quoi. Mais ils ont peut-être pas tort, parce qu'aux US, on va avoir Trump, a priori, à part si on a un candidat démocrate. Et si Trump arrive, la première chose qu'il va faire, et on le voit bien aujourd'hui, la Silicon Valley est en train de se mobiliser derrière Trump et financer en fait la campagne de Trump plutôt massivement. Pourquoi? Parce que les investisseurs de la Silicon Valley, ils ont besoin d'exit, et que Biden a complètement bouché les exits, notamment avec la FTC, où les grands, les Magnificent Seven, les GAFAM, étaient plus en capacité de faire des exits pour faire des acquisitions, pardon, parce que il y avait des situations dominantes. On l'a vu avec Figma, par exemple, et Adobe et plein d'autres trucs comme ça. Donc peut-être qu'ils ont raison aussi de se barrer aux US, parce que si Trump passe aux US, il va y avoir tout un tas de M&A qui vont venir enrichir d'ailleurs les investisseurs américains et peut-être aussi des investisseurs européens. Mais ce qui s'est passé, c'est que les entrepreneurs francophones, même ceux qui étaient aux US avant, qui revenaient en France, avaient plus peur de créer leur boîte en France parce que les Américains savaient acheter des boîtes en France. Oui. Bah maintenant, les Américains, ils vont dire en fait, je vais pas l'acheter en France, ta boîte. C'est trop compliqué. Ça fait chier. Donc, quitte à pas l'acheter en France, bah autant se mettre direct aux US, quoi. Mais c'est là où finalement la question d'entrepreneur citoyen se pose. C'est-à-dire que est-ce qu'on est là pour faire un quick buck? C'est pour faire un flip ou une exit, ou est-ce qu'on est là pour créer de la valeur long terme? Donc toi, tu as 40 ans, moi j'ai 50, je réfléchis à la génération d'après, ce qu'on va leur laisser. La technologie, pour moi, est fondamentale. Donc, comme je peux agir en tant que technologiste, technophile, technologue, je considère qu'en fait, je dois me battre pour faire que la France et l'Europe soient équipées. C'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas de marché d'exit localement, on n'aura pas la capacité de rattraper en fait ce retard. Et il y en a qui chialent quand Biril se fait racheter par Voodoo. Eh ben merde, faites chier. Je suis d'accord. Les éternels pessimistes, arrêtez de nous casser les couilles. Charlie, tu avais envie de revenir sur un autre sujet. Il y a il se passe un truc entre vous deux, quoi, en fait, quoi. Non. Je sais pas. Moi, je suis ravi que vous veniez parler de ça dans Silicon Carnet. Donc, c'est moi qui t'ai lancé sur Biril et Voodoo. Mais là, tu vas lancer sur New Wave, quoi. Bah oui, je suis obligé. Charlie, tu m'as dit, j'aimerais bien reparler de New Wave. On en est où Bah voilà, ouais, c'est ça la question. On en profite. On en profite, t'es là, non, Jean. Ah bah profitons-en, bien sûr. On en a parlé dans Silicon Carnet. Donc tu t'es fait virer de New Wave. Ouais, 15 mars. Le 15 mars, il s'en rappelle. Hein, il a la dent mauvaise, quoi, en fait. Non, mais c'est une jolie date, c'est le milieu du mois. C'était facile pour facturer ce mois-là. T'as été payé la moitié du mois? Je l'ai pas envoyé cette facture-là, mais bon. Ah, t'as été grand seigneur. Ouais, bien sûr. T'en as pas parlé public? J'en ai plus parlé. T'en as plus parlé. Est-ce qu'on peut en reparler? Eh ben, voyons. Je pense pas que ça apporte grand-chose à qui que ce soit. Non, mais Charlie, elle était curieuse. Qu'est-ce qui se passe chez New Wave? Chez New Wave? Ouais. On en est où? Bah, on est en train de s'entendre. Nous, on a cet engagement. Ça fait 10 ans que je fais ça. Ok. Tu t'es recentré complètement sur Kima? Moi, ouais, c'est clair. C'est mon focus. Et puis, depuis 10 ans qu'on fait ça avec Xavier, en fait, moi, le seul truc qui me lève le matin, c'est les entrepreneurs. Donc, mon focus n'a pas changé. Je me lève pour les entrepreneurs, je me couche en pensant à eux, je me lève en pensant à eux. C'est peut-être un petit peu obsessionnel, mais moi, j'adore. Et Kima, sachant que toi, tu n'es pas entrepreneur. Et tu n'as jamais été entrepreneur. Et tu dis d'ailleurs que tu serais un très mauvais entrepreneur. Bien sûr, je serais terrible. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que je pense que les entrepreneurs ont
à un moment donné, sont obsessionnels sur quelque chose. Moi, mon obsession, c'est les gens, tu vois. J'ai pas un sujet sur lequel je suis obsédé, en fait. Moi, je pense que tu es trop rationnel, en fait. Ah, c'est possible. Parce que je te connais, bon point. Je sais comment tu travailles, je sais que tu es très organisé, très méthodique, ouais. et que je pense que dans la fonction d'entrepreneur, Yann en est un, il y a une part d'irrationnel quelque part. Je dis souvent que entreprendre, ça se passe dans le ventre et pas forcément dans la tête. C'est un truc qui brûle et qui... tu sais pas, c'est comme tomber amoureux, quoi, en fait. Quoi. Ouais. Et puis regarde, il y a on parlait de Marc Ménazé avant. Il m'avait offert il y a quelques années un bouquin qui s'appelle Le Petit Livre d'Ikigai. Ouais. Et qui revient en fait sur la culture japonaise. Et il y a cet exemple de ce japonais qui tient ce salon de thé tout seul depuis 20 ans et qui tous les jours fait ce même thé matcha pour ses clients avec la même attention, le même focus et le même plaisir en fait. Et en fait, les gens me disent mais t'en as pas marre de faire 2 à 3 deals par semaine, d'avoir 1000 boîtes en portefeuille et les gens te disent mais Kima, c'est le McDo du VC ou le Starbucks du VC. Avec un drive-thru maintenant. Ouais, exactement. Et je leur dis mais moi mon café il est toujours chaud et mon burger il est toujours chaud aussi, je t'emmerde. Et en fait, c'est mon ikigai en fait Kima, je kiffe, ça fait 10 ans et je continuerai de faire ça pendant 10 ans. Moi j'adore. Avant de poursuivre ce hors-série, je voulais vous parler de Enki, c'est notre partenaire dans Silicon Carnet cet été. Enki, c'est un service de mobilier par abonnement pour les entreprises. Enki leur permet de gagner en flexibilité tout en préservant leur trésorerie, en équipant leurs locaux avec du mobilier super design, comme par exemple ce canapé sur lequel je suis assis. Ils s'occupent de tout, ils vous livrent le mobilier, ils l'installent. C'est formidable, ils l'ont fait d'ailleurs ici pour ce hors-série. Toutes les pièces sont fabriquées en Europe et elles vous sont livrées directement chez vous. Ils équipent déjà plein de startups comme Kimono ou des boîtes comme Natixis, mais ils équipent aussi des restaurateurs, des hôteliers et des promoteurs immobiliers. Là où ça devient super intéressant, c'est que Enki s'adresse aussi à des investisseurs comme toi ou moi grâce à MyEnki Invest, et à partir de seulement 500 € d'investissement, tu peux participer au financement du mobilier des clients d'Enki et t'assurer un retour sur investissement entre 6 et 8% selon les projets, et ton capital initial est toujours garanti. Pour se créer un compte, il suffit d'aller sur enki.com/invest, Enki E-N-K-Y, et découvrir tous les projets d'investissement. Ils ont même créé un code spécial pour Silicon Carnet. Le code, c'est Enki Carnet, E-N-K-Y-C-A-R-N-E. Et Enki t'offre 100 € de crédit sur ton premier investissement. Pas mal. Tu avais un message aussi à passer à l'écosystème, on en parlait un petit peu en introduction tout à l'heure, qui est de dire que, aux entrepreneurs que entreprendre c'est difficile, qu'il faut savoir se faire mal et que peut-être que des fois ça paraît trop facile. Non, j'ai pas le droit de dire ça parce que j'ai quand même le meilleur métier du monde. Hein, donc je parle pas de toi, mais je parle des entrepreneurs qui décident de devenir entrepreneurs parce que il y a eu une époque, on sort d'une époque où là, être entrepreneur, c'était cool. Moi, à mon époque, ce qui était cool, c'était de jouer du rock et être guitariste ou chanteur dans un groupe, quoi. Là, maintenant, c'est lancer sa start-up. En gros, si t'as pas lancé ta start-up et que tu sors d'une grande école, t'es un peu naze, quoi. Non, mais c'est difficile de donner des leçons. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais quelque chose, il faut que tu le fasses avec faut qu'il y ait une putain d'envie viscérale, quoi. Et c'est pas juste, c'est le dernier truc cool où j'ai fait Dauphine, tel master ou HEC et je pars en banque d'affaires ou je ne sais quoi parce que c'est cool. Effectivement, quand t'es entrepreneur, putain, s'il y a pas un truc viscéral qui te brûle, comme tu dis, ce truc dans le ventre là, il faut pas le faire. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, quand ils le font, moi je dis souvent avec Kima, on finance pas le succès, on finance le progrès. Je finance pas les entrepreneurs des gens qui réussissent, parce que les 80% d'entre eux en plus ils vont échouer, donc c'est quoi de mon con? Ça veut dire que je fais très mal mon job. Je finance des gens qui progressent. Et en fait l'entrepreneuriat, c'est une manière de te frotter à la vie et à la vie active de manière un petit peu violente, brutale, et d'apprendre plein de choses très vite. Et c'est pour ça que tu le fais. Et tu progresses, et à mesure que tu progresses, soit tu te recycles, soit tu remontes une boîte, et avec un peu de chance, tu réussis. Mais tu le fais pas en disant « Ah, j'y vais pour réussir ». Parce que si c'est ça, je veux dire, c'est comme quand tu fais, on parlait de marathon avant, c'est comme quand tu fais un marathon. En fait, la probabilité que tu sois dans les 10 premiers, c'est hyper faible. Et tu seras probablement même pas dans les 100 premiers. Donc franchement, pourquoi est-ce que tu cours? Tu vois, tu me poses la question. Tu cours parce qu'à chaque fois que tu cours un marathon, tu cours plus vite que le marathon d'avant. T'as l'impression de progresser, ça te grise, quoi. Et donc ce truc-là est important. Mais pour être grisé... D'ailleurs, vous refinancez les startups généralement qui... On n'a peut-être pas réussi avec la première, mais ça t'empêche pas de voir si
la personne a progressé. Exactement. Et c'est ça ton critère. Et tu vois, on parlait de marathon, je suis désolé, mais là j'étais chez des copains à New York. Donc Adrien, il a fait le marathon de Royan. Bon, le marathon de Royan, j'imagine que c'est un super marathon, tu vois. Ouais. T'as 1500 personnes. Mais entre les mecs qui font le marathon de Royan et les mecs qui font le marathon de Boston ou de Paris, c'est pas la même ligue. Ben, en France, les mecs qui font le marathon de Royan, quoi. À un moment donné, s'ils veulent voir ce que c'est que les référentiels de gens qui s'arrachent, de gens ambitieux, de gens qui réussissent, bah, il faut qu'ils aillent se frotter à ceux qui font le marathon de Paris, quoi. Ça, c'est intéressant ce que tu dis quand on discute régulièrement ensemble et tu me dis, il n'y a pas de problème de différence culturelle, en fait, parce qu'on parle beaucoup, il y a une différence culturelle entre l'Europe et les États-Unis. Yann, il dit, notre modèle, il est calqué sur le modèle de la Silicon Valley. Donc, en fait, le référent culturel, on le connaît, c'est celui de la Silicon Valley, malgré tout, quoi. Le modèle économique, c'est celui de la Silicon Valley. Non, toi, tu dis, la différence, elle est plutôt sur le référentiel. C'est-à-dire, c'est sur l'ambition, finalement. Bah, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, toi, tu regardes ce qui se passe autour de toi et tu te dis, ce qui se passe autour de moi, c'est la réalité. C'est par rapport à ces gens-là que je dois me comparer. Ouais. Sauf que si ton écosystème n'a pas réussi, c'est comme... Enfin, donc, tu étais avec Jean-David Chamboredon il n'y a pas longtemps. Jean-David, il adore dire qu'il n'y a pas d'exit en France. Ouais. Et il le disait aujourd'hui, il le disait il y a 5 ans, il le disait il y a 10 ans, il l'a toujours dit. Mais en fait, le dire change pas la donne. Ouais. Et moi, quand j'ai financé, aidé Capitaine Train à se financer ou que j'ai financé Zani, les gens me prenaient pour des cons. Et quand tu vendais 200 millions, on disait, oh là, vendre 200 millions, c'est dur. Ah bah ouais, mais si personne essaye, on n'y arrive jamais. Ouais. Et donc, en fait, si tes référentiels sont tes référentiels de gains petits locaux, bon, bah, c'est sûr que, bah, tu vas pas nourrir une ambition particulière et tu vas pas aller très loin. Et nous, tous nos entrepreneurs qui partent aux États-Unis se faire des petits voyages d'acculturation pendant quelques semaines ou quelques mois et qui vont avec de vraies intentions, ils reviennent pas pareil. Ouais, ils ont le référentiel. Tu vois, what great looks like, quoi. Ouais, ouais. Alors là, tu l'as vu. Ouais. T'as compris. Tu te dis, ah ouais, en fait, j'avais pas compris. On n'était pas dans le même game. Ouais. Et forcément, ça change la perspective, ça change ton ambition, ça change ton énergie même. Et tu y retournes du coup tous les ans pour te remettre un shot d'énergie, quoi. Quelque part, le cataclysme qui risque de nous arriver sera aussi peut-être une nécessité pour que l'écosystème se réveille. Revenir sur des choses un peu dures, un peu fondamentales. Il va falloir chercher Quand tu peut-être touches en pas dehors le de la fond, France. tu peux pas rebondir. Hein, donc, Ouais. Ok. Lumière rouge vient de s'allumer. Tada. Tu nous fais une petite chanson? Une question de Alex, de la communauté de Silicon Carnet. Vas-y, Alex. Alexandre Kouniak, du coup, fondateur de Helix. Nous, on s'attaque au marché de l'IA en entreprise. On pense qu'il y a un gros play à jouer là-dessus. L'entreprise n'arrive pas à utiliser l'IA. Les salariés ils galèrent, ils savent pas quoi utiliser, comment prompter. Donc nous, on agrège 20 IA. Bref, c'est juste pour expliquer ce qu'on fait rapidement. L'IA m'intéresse beaucoup. On a une ambition qui est délirante là-dessus. On veut conquérir pas mal de marchés. Mais on parle souvent de tous les problèmes qu'il y a en France, d'ambition, de marché, de taille critique, taille nationale, d'exit, de le fait qu'on a du mal à lever, etc. Il y a pas mal de points négatifs. Mais aujourd'hui, pour des gens qui sont ambitieux, qui sont en France et qui ont envie de réussir, est-ce que vous auriez un petit peu des conseils, peut-être des convictions internes que vous partagez peut-être pas toujours, on dit un peu toujours les mêmes choses. Est-ce qu'il y a d'autres plays, d'autres convictions à vous qu'elles vous voudriez partager? Arrête de me regarder comme ça. Yann, vas-y. Première, donc sur le sujet de l'IA, il se trouve qu'en France, on a effectivement du talent, que le talent est relativement accessible, puisque les salaires en France sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Donc c'est avec le CIR, ça peut être 2 à 3 fois moins cher. Mais est-ce que le CIR il va continuer à exister On verra bien, mais en tout cas, la semaine prochaine, les salaires c'est pas restent sûr. moins chers, même Ouais. sans CIR. Ouais. Donc c'est une bonne idée finalement de créer un cœur de R&D ici en France. Maintenant, le marché français, encore une fois, si on prend le PIB, c'est 3% du marché mondial. Donc, comme le dit Jean, il faut, aller passer un peu de temps aux États-Unis, et 2, probablement s'établir là-bas, parce que c'est là où il y a le marché le plus cohérent, massif, avec des moyens d'adoption. Parce qu'aux États-Unis, en fait, les entreprises adoptent les technologies innovantes. Alors qu'en France, on est beaucoup plus frileux. Donc, quelque part, le marché français est doublement pénalisant. Il se croit grand, il est petit. Il se croit dynamique, il ne l'est pas. Donc, finalement, ça veut dire qu'il faut faire ces emplettes commerciales en dehors de la France. Mais il faut pas être fataliste. Non. Parce que moi, le nombre de mecs qui débarquent qui me disent ouais, j'ai pas réussi à lever en France, vous êtes tous des cons, je vais lever aux États-Unis. Ah, bonne chance. D'abord, bonne chance. Et Ouais. ensuite, c'est pas parce qu'on est con, hein, c'est parce que tu t'es mal débrouillé, quoi. Tu Ouais. vois. Et toi, tu parles de la levée de fonds. Moi, je parlais juste du marché. Ouais, et donc, sur le marché, Ouais. ouais, il est moins dynamique. Oui, les mecs ont pas accès à la carte bleue aussi vite et tout. Mais ça devrait pas t'empêcher quand même d'aller chercher des clients, quoi.
Et puis il y a le problème, encore une fois, c'est que les corpos n'investissent pas non plus dans les startups d'IA. Alors qu'aux États-Unis, c'est Microsoft, et nous, on attend qu'un Dassault Systèmes, qu'un Orange. Oui, voilà. Techniquement, ils pourraient. Enfin, ça devrait être à eux de le faire. Bien sûr. Mais bien ils sûr. le font pas. Ah, mais ça coûte cher la chasse, tu comprends. Ouais. Alors, il faut faire très attention avec les sujets d'IA parce que, donc nous, on est sur l'IA, la boring AI, l'IA des matheux. Sauf que l'IA d'aujourd'hui, c'est celle des littéraires. Et donc, tout le monde s'engouffre dans la Gen AI parce qu'en fait, elle parle à tout le monde. Ouais. Au sens. C'est un magnifique premier. bac à sable, en fait, pour Voilà. que les gens puissent adopter et Ouais. utiliser les AI et se rendre compte finalement qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas là-dessus que ça va se passer, effectivement. On change de sujet. Charlie, j'ai vu ton coup de gueule sur LinkedIn et je te remercie. Il est en forme, Carlos, Je suis en aujourd'hui. forme. Mais moi j'adore ce que fait Charlie. Je suis son LinkedIn est une. Je vous invite véritablement Pépite. à follower Charlie sur LinkedIn parce que c'est une mine d'infos. Elle fait un vrai travail. Elle va chercher de l'info. Il y a de la data. C'est argumenté. Elle poste des trucs avec où elle explique et elle fait vraiment un super boulot. Tu as eu un coup de gueule un petit peu contre ta profession. Macron est allé chez Mathieu Stéphanie dans le podcast Génération Do It Yourself. Les médias, en l'occurrence Yann Barthès du Quotidien, s'en sont pris et se sont moqués d'abord de Macron, mais aussi de Mathieu, de façon un peu brutale. Moi, ça m'a fait rire, mais c'était pas très sympa. C'était sorti de son contexte. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais trop compris. Alors, c'est peut-être une question de génération, je sais pas, mais j'en ai parlé aussi avec quelques youtubeurs, comme Gaspard G aussi, qui fait, voilà, et qui d'ailleurs était dans l'avion présidentiel pour aller en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et alors, il s'est pris des scuds des autres journalistes, que les journalistes n'avaient pas l'habitude d'avoir quelqu'un comme ça dans l'avion. Mais lui, il a fait un super taf d'ailleurs. Il a interviewé Macron sur la Nouvelle-Calédonie. C'est quand même pas évident. Il n'y connaissait rien 2 heures avant. Dans un climat... Et il était là dans l'avion à faire. Il tenait sa caméra, il lui posait des questions et c'était super pertinent. Et voilà, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, j'ai un peu de mal à comprendre parce que on fait pas du tout le même métier. On se complète. Moi, moi, je connais très bien Mathieu et à chaque fois que je le vois, je lui dis, toi, tu fais la quantité, moi, la qualité. C'est un peu pour la blague. J'adore. C'est sympa. Très bon. Oui, je l'embête beaucoup là-dessus. Pour ça, je me suis permise. Mais on fait pas du tout le même métier. Et lui, il est là pour prendre le temps, raconter, prendre de la hauteur, alors que nous, on est là. Enfin, jamais tu verras Mathieu sortir une info. C'est pas son truc. Et puis, Ouais, son métier. Et voilà, c'est un autre métier, c'est tout. Et moi, je trouve ça bien qu'il y en ait, voilà, qui prennent le temps. Ça, que moi, j'aimerais des fois le prendre ce temps, beaucoup. Mais Nous, on a besoin de vous. Parce qu'on n'est pas journaliste et ce qu'on dit, notamment dans les podcasts, et moi, c'est énormément mon cas. Je lis le New York Times, le Washington Post, le Financial Times, les Échos. Je passe ma semaine à lire tout un tas d'informations et je ne pourrais pas faire un podcast comme Silicon Carnet sans les journalistes. Mais vous, visiblement, vous n'avez pas besoin de nous. Enfin, toi, pas toi, je parle, ouais. je parle des il journalistes. devrait, c'est parce qu'il ne passe pas trop de temps à écouter ça. Après, il faut faire... Qu'est-ce qu'on fait mieux que vous? Rien. Si vous allez prendre des contre-pieds parfois. Nous, déjà, on est militaires. Enfin, tu vois, dans le temps, moi, j'ai 30 minutes pour une interview, donc il faut que j'aille straight to the point. Et puis, voilà, j'ai un objectif. Vous pouvez, voilà, faire des pas de côté, réfléchir à d'autres sujets. Donc, ce qui fait que tu peux sortir, voilà, d'autres angles. Mais c'est le temps qui est votre principal avantage par rapport à nous. Jean, alors toi, on te voit dans plein de podcasts en ce moment. Ah ouais. Tu es la star absolue. Il est partout. Ouais, hein, il est tu sais partout. pas, Je vous saoule. Non, on est content de t'avoir, quoi, en fait. Maintenant, je fais des podcasts de triathlètes aussi. Oui, Ça a changé. c'est un peu Martine à la plage. Ouais, grave. Jean de la Roche-Brochard fait de la cuisine. Il est dans Top Chef. Je voulais m'y mettre. Hein. J'avais commencé à m'inscrire à un CAP de cuisine et puis en fait, c'est vrai que ça demande un sacrée organisation. J'ai pas réussi à m'organiser autour. Mais qu'est-ce que tu aimes bien dans ce format du podcast? C'est un outil pour moi de réflexion parce que comme quand j'écris le dimanche soir, une semaine sur 2 mes posts, c'est très égoïste, très perso, mais je les écris pas pour les autres. Je les écris pour prendre du recul sur la semaine passée. C'est ton petit journal intime, quoi. Ouais, bah podcast c'est pareil. Ouais. C'est l'occasion de revenir sur des choses, de les matérialiser, de les mettre dans des frameworks, les structurer, j'aime bien.
Bon, on arrive à la fin de cette émission. On va s'amuser maintenant. On va voir qui ment le mieux. Je vous ai demandé de réfléchir à une anecdote chacun. Vous allez nous la donner. On va écouter chacun les anecdotes de l'autre. On va se poser des questions et à la fin, on va essayer de découvrir ensemble qui est le menteur ou la menteuse. Qui ment? C'est le qui ment. Mais qui c'est qui ment? C'est pas moi. Tu veux commencer, Jean? Ouais, ok. Allez, vas-y. Raconte-nous une histoire, Jean. Alors, en 2015, j'ai rencontré Xavier, qui m'a proposé le job pour m'occuper de Kima Ventures. Et comme vous le savez, Xavier, il est très copain avec Martin Bouygues. Avec Bouygues et Free, c'est vraiment 2 meilleurs amis, quoi. Et j'étais un week-end chez Martin Bouygues, on déjeunait tranquille et tout, avec lui, avec ses enfants, avec sa femme. Et il y a quelqu'un autour de la table qui dit « Ah, bah Jean, il va aller travailler pour Xavier Niel. » Et Martin me regarde et me dit « Combien il te paye ?» Et voilà. Waouh! Ok. Donc tu as failli te faire embaucher chez Martin Bouygues, en fait, quoi. Tout à fait. T'aurais pu. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Et combien il te paye? Le même prix qu'il y a 10 ans. Pareil, ça n'a pas augmenté? Donc il doit bien te payer déjà depuis 10 ans, alors qu'en fait, quoi. Non, mais on a quelques sorties quand même. Ouais, c'est vrai. Cette histoire, je l'ai jamais entendue. Okay. Je connais les gens depuis longtemps et j'ai jamais entendu cette histoire, mais elle est possible. Hein. Charlie? Moi, je suis arrivée en mi-2021 aux Échos, en CDD, en tant que journaliste start-up. J'ai été, et fin décembre, j'ai commencé à enquêter sur quelqu'un. J'étais encore en CDD. Je continue mon enquête. On me renouvelle en CDI. Donc là, j'étais contente quand même. Donc, tu n'étais pas en train d'enquêter sur quelqu'un de dangereux, quoi? Sur quelqu'un. Ok. Et donc j'ai continué et j'ai fini par sortir. Donc ça faisait même pas 8 mois que j'étais aux Échos et j'ai sorti une enquête assez difficile sur quelqu'un qui a harcelé une 20aine de personnes. Et cet article d'ailleurs n'a failli pas paraître aux Échos. Il a fallu que je me batte un petit peu. Et voilà, j'ai sorti le truc. Et puis quelques semaines après, je me bats dans mon quartier avec des amis. Et là, il était là, ce mec-là, à la terrasse du café. Et mes amis le connaissaient pas. Il m'a fixé très longtemps comme si j'avais tué ses parents. Et mes potes me le disent. Et puis je me retourne, c'était lui. Et puis là, il a commencé à nous suivre sur une centaine de mètres jusqu'à ce que nous, on s'arrête. On attendait quelqu'un à la porte. Voilà. Et ça s'est fini. Tu t'es senti vraiment en danger? Non, je n'ai pas peur d'un homme blanc de 30 ans, ça va. Dont le prénom est... Tu peux nous dire qui c'est si le papier est sorti, quoi, en fait? C'est oui, facile à retrouver. Oui, le papier est sorti. Oui, c'est Nicolas Brienne, donc l'ancien patron de France Digital, qui est assez connu. Et une semaine après, je reçois un courrier qui m'attaque en diffamation. Voilà. Et j'ai été mise en examen. Et tu as été mise en examen? Sympa. C'est bien le boulot de journaliste. Moi, je préfère le boulot de podcasteur, en fait, quoi. En fait, c'est beaucoup plus sympa. Chaud quand même. Bon, ok. Yann? Alors moi, je suis entrepreneur depuis 25 ans. Je l'évoquais tout à l'heure, j'ai vendu toutes mes boîtes, donc j'ai échoué à chaque fois, mais certaines très bien. Et on ne dévoile pas toujours les montants. Et voilà. Donc peut-être que je vais faire un disclosure. AppsFire, donc 2010 à 2015, on a levé avec Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean, Xavier Niel. C'était un petit peu le coming out de nos super angels nationaux. C'était peut-être la première levée significative, 1 million d'euros, sur un projet qui tenait sur une napkin, comme on dit. Il y avait Thibault là-dedans? Non. Donc ça, c'était 2010. On a créé une application qui était plutôt populaire, 14 millions de téléchargements, 2 millions d'utilisateurs actifs, jour, unique, à travers le monde. Et on a dû pivoter parce qu'Apple était fâché. Qui voulait plus de vous. En fait, c'est à cause d'Apps Gratis qui a énervé Apple. Et Apps Gratis s'est fait sortir. Et Apple a changé les règles. On a dû pivoter. Bref, j'ai quelques cicatrices pour raconter tout ça, dont des échauffourées avec Apple à un niveau assez profond. Bref, on a pivoté. On est devenu une régie publicitaire mobile native. Quelque part, on se positionnait comme un acteur qui avait des données extrêmement sensible, notamment sur l'utilisateur. Donc on a vendu la boîte, mais c'est resté assez discret, on n'a pas voulu discloser parce que c'était un deal qui aurait pu énerver Apple encore plus. Donc voilà, donc il y a des rumeurs sur Internet, vous pouvez vérifier, qui indiquent le montant. Et donc on a vendu pour 30 millions de dollars à l'époque.
Voilà, donc c'est ça un petit peu l'anecdote et le montant dévoilé. Le montant dévoilé, tu l'avais jamais donné, quoi, en fait. Quoi. Merci. Bah, alors, on m'a demandé de moi donner une anecdote. Et vous allez devoir me dire si je mens ou si je mens pas. Vous savez, en 2012, avec les pigeons, j'ai fait l'amour avec François Hollande, qu'en fait, on s'est embrassés ensemble à San Francisco. Et le propos, c'était de savoir si ce gouvernement aimait ses entrepreneurs. C'était ça la question. Et puis après, François Hollande, il est en Corrèze. Moi, je suis du Limousin. Donc, et je l'ai revu, en fait, sur le marché de Tulle, parce que ma femme est de Corrèze. Et en fait, on s'est revus sur le marché de Tulle, et moi, je vais régulièrement en Limousin, et on a gardé des contacts ensemble, ok. Et notamment, ma femme est devenue très amie avec Julie. Et toi, tu es ami avec François? Moins, mais elle se parle encore, en fait, quoi. Alors, qui ment? Jean, qui ment? Qui m'a? Qui ment? Qui ment? Qui ment? À ton avis? Ah, c'est toi qui mens. Ok, je mens. Charlie, qui ment? J'irais Jean, parce que j'ai jamais entendu cette histoire. Cette histoire de Bouygues. Il en dit, voilà, il est souvent dans des podcasts, on l'aurait déjà entendu. Ouais, c'est Jean. Ouais, moi, je pense qu'il t'a pas posé cette question-là. Il t'a dit combien tu veux. Ce qui revient un peu au même, hein, à la limite. Hein, oui, ça reviendra au même. Ça reviendra au même. Là, je considérerais pas que ça soit un mensonge, quoi, en fait, quoi. Mais je suis d'accord. Je pense que moi non plus, j'ai jamais entendu cette histoire avec Martin Bouygues, donc je vais dire que Jean ment. Alors, je vais vous demander. J'ai demandé au menteur de lever la main. Moi aussi, j'ai menti. Et toi aussi, t'avais menti? Oui, bien sûr. Ah, pardon. Ah bon, en fait, on a deux menteurs, quoi. En fait, il y a jamais... Bah, bravo. En fait, bravo. En fait, je montre le chèque parce que je l'ai pas encaissé. C'est important. Donc voilà, j'ai vendu ma part pour 13 €. Ah, j'adore. Que je n'ai pas encaissé. Donc c'est ça, l'entrepreneuriat. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carne. Hasta luego, amigos.